Depuis la fin de sa mise en service vers mi-2022, le télescope spatial James Webb n'a cessé de nous gâter avec des quantités pharaoniques d'images, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Et alors qu'on pense qu'on a vu le plus beau qu'il pouvait produire, les surprises continuent de s'enchaîner. Car c'est désormais un fait, tout comme Hubble avant lui et encore maintenant, les photos fournies par James Webb sont de celles que l'on retient et qui participent à se créer une image de l'univers qui nous entoure. Et justement, ce lundi 2 octobre, c'était une nouvelle image obtenue grâce au télescope qui allait être publié par le ESA, image qui, en plus d'être à couper le souffle, cache aussi de nombreux détails, un nouveau mystère et des histoires fascinantes. Alors entre des planètes vagabondes, des systèmes planétaires en formation et la pouponnière d'étoiles la plus célèbre sur Terre, le tout dans la même image, je crois qu'il est encore une fois l'heure de s'offrir un petit épisode dédié à James Webb. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous proposer un petit voyage. Celui-ci nous amène à quelques 1344 années-lumière de la Terre, en direction de la constellation d'Orion. Car notre cible est celle qui trône en son centre et est probablement l'un des objets les plus célèbres du ciel d'hiver, Messier 42, plus sobrement nommé la nébuleuse d'Orion. Gigantesque nuage de gaz s'étendant sur près de 25 années-lumière, cette nébuleuse fait partie de celles surnommées les pouponnières d'étoiles. Dans son gaz, certaines régions ont, il y a environ 3 millions d'années, commencé à s'effondrer sur elles-mêmes, permettant à de premières étoiles de devenir suffisamment massives pour enclencher un processus de fusion nucléaire et commencer à briller. Je vous la fais courte, mais lorsqu'un point commence à être un peu plus dense, il va attirer de plus en plus de gaz jusqu'à ce que la pression devienne telle que les atomes d'hydrogène peuvent fusionner entre eux. À ce moment, une étoile est née, et la matière qui est autour formera le disque d'accrétion dans lequel se formeront les planètes. Alors entre le gaz environnant chauffé et ionisé qui émet lui aussi de la lumière, on parle de nébuleuse en émission, et les jeunes étoiles qui l'éclairent de mille feux, on parle là de nébuleuse en réflexion, la nébuleuse d'Orion étant les deux comme beaucoup de pouponnières d'étoiles, vous pouvez vous douter que cette région, qui fait elle-même partie du nuage d'Orion s'étendant sur plusieurs centaines d'années-lumière, est une région fascinante. Hubble l'avait déjà révélé, mais plusieurs jeunes systèmes planétaires en formation sont en effet observables dans la nébuleuse. Ce sont en général des disques d'accrétion épais autour de jeunes étoiles, disques qui, au fil des centaines de milliers et des dizaines de millions d'années, donneront naissance à des planètes et à des nouveaux systèmes. Bref, vous l'aurez compris, la nébuleuse d'Orion est une cible fascinante et si on prend en compte les capacités de Webb à voir à travers ces épais nuages de gaz, qui sont moins opaques en infrarouge qu'en lumière visible, on comprend qu'une telle cible est quasiment incontournable pour le télescope. C'est dans ce contexte qu'on avait droit à la publication d'une gigantesque image, elle-même le fruit d'une mosaïque de 700 images, prise par le télescope au cours d'une semaine d'observation. Enfin, en théorie, ce sont deux photos vu que deux versions utilisant des longueurs d'onde plus courtes et plus longues ont été publiées, mais bref. Cette photo contient, il faut le dire, un joli cortège de jeunes disques planétaires en formation. Mais pour les jeunes planètes qui se forment dans une nébuleuse aussi grande et aussi active en termes de formation d'étoiles, tout n'est pas rose non plus. On trouve en effet des étoiles dont la masse va de 40 fois à 0,1 fois la masse du Soleil. Et pour les plus petites étoiles, leur rayonnement leur permet de souffler une partie du gaz de la nébuleuse autour d'elles, créant une sorte de bulle autour de leur disque. D'ailleurs, en fonction de la vitesse du gaz environnement et du déplacement de l'étoile, cela peut aussi prendre la forme de traînées ou d'ondes de choc. Mais dans tous les cas, c'est toujours le rayonnement et les vents de particules de l'étoile qui en sont à l'origine. Mais justement, les étoiles plus grosses ont un rayonnement ultraviolet et des vents stellaires particulièrement intenses, qui ont pour effet de souffler les disques protoplanétaires, du moins en partie au moins, disques qui contiennent en général 99% de gaz et 1% de poussière, dont les restants vont ensuite se solidifier et former des planètes rocheuses, gazeuses, glacées et bien d'autres.
Mais le but ici n'est pas de faire un bestiaire de l'univers. Ce que je cherchais à dire plutôt, c'est qu'autour de plus grosses étoiles, les conditions dans lesquelles les planètes se forment sont parfois loin d'être optimales pour qu'elles puissent se former. En parlant d'exoplanètes, Webb allait aussi permettre une autre découverte particulièrement surprenante. Des planètes vagabondes de la taille de Jupiter et formant des systèmes doubles. Alors, disons-le tout de suite, déjà, Webb ne permet pas de voir des détails de ces exoplanètes. Elles restent des points d'un seul pixel et il faudrait un télescope de plusieurs milliers de kilomètres, comparé aux 6,4 mètres de Webb, pour en voir des détails. Bon. Mais qu'y a-t-il donc de si particulier avec ces planètes? Après tout, les planètes vagabondes ne sont pas une nouvelle découverte. On sait en effet depuis longtemps déjà qu'au cours de la formation d'un système, les forces gravitationnelles de plusieurs planètes de ce système ou d'une étoile passant un peu trop près peuvent entraîner l'expulsion d'une planète de son système. Dès lors, l'existence de planètes vagabondes n'appartenant à aucun système et errant dans l'univers n'est pas une énorme surprise en soi, d'ailleurs c'est même quelque chose d'assez banal. Mais si vous voulez en apprendre plus, le sujet a déjà été évoqué sur la chaîne, donc vous trouverez le lien en écran de fin et description. Mais bref. La curiosité avec ces objets, comme je le disais, c'est qu'ils sont par paires. Or, si on peut aisément envisager qu'une planète soit éjectée de son système, la théorie de deux planètes comparables à Jupiter éjectées en même temps du même système, et donc étant sur des orbites proches, ce qui est impossible de par l'instabilité que chacune créerait pour l'autre, est une théorie qui ne marche tout simplement pas vraiment dans ce cas. En fait, une bonne explication serait que ces planètes se soient formées sans étoiles. Je m'explique. Des disques d'accrétion trop petits auraient permis la formation d'objets de masse relativement égale, qui n'auraient jamais évolué en étoiles, et n'auraient jamais dépassé la masse de Jupiter. Approximativement, on n'est pas à 2-3 fois Jupiter près. C'est d'ailleurs une découverte qui fait assez bien penser aux naines brunes, des objets qui, avec leur masse de 75 fois Jupiter et 0,075 fois notre Soleil, sont trop petites pour enclencher la fusion nucléaire de l'hydrogène et devenir des petites naines rouges. Ces objets sont en général entre la planète géante et la petite étoile. Ainsi, le fait qu'il existe des objets qui se forment naturellement et qui sont encore plus petits que des naines brunes serait une première découverte, mais pas non plus complètement illogique. Je l'ai déjà souvent dit sur la chaîne, mais on peut trouver tout ce qu'il existe entre un petit caillou et une étoile. Pourtant, actuellement, la piste de l'éjection d'un système en formation reste privilégiée. Il n'est en effet pas non plus impossible que ces objets se soient rencontrés, les systèmes en formation étant légion dans cette région de l'espace et s'y prêtant donc parfaitement. Le problème, c'est que comme elles sont très petites comparées à des étoiles, elles devraient aussi passer extrêmement près l'une de l'autre, et ça reste hautement improbable. Ainsi, le pire, c'est que la découverte de ces objets, baptisés JUMBOS pour Jupiter Mass Binary Object, reste encore un mystère épais que l'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Pire encore, avec un nombre de 40 paires détectées dans cette image, ces objets semblent, sinon légion, particulièrement courants. Et aussi un véritable casse-tête pour les temps à venir. Enfin, si vous regardez au centre de l'image, vous verrez une sorte de zone où le gaz semble plus rouge et divisé en plusieurs piliers. Cette formation est le fruit de la fusion de deux étoiles géantes entrées en collision et dont le souffle de particules se déplace à près de 100 km par seconde, sculptant toute une partie de la nébuleuse. En résumé, cette image, à travers tout ce qu'elle contient, est l'image même de la complexité de l'univers et de la formation de jeunes étoiles, et a énormément à nous apprendre sur la formation des systèmes planétaires et la formation des étoiles en général. Et par ricochet sur la formation de notre propre système, même si nous avons probablement eu la chance que notre nébuleuse originale à nous, aujourd'hui disparue, ait été bien plus modeste et moins chaotique. Mais ça, c'est un autre sujet qui mériterait aussi un épisode. En attendant, nom d'une banane que cette photo est belle.